Ah oui, Rachel Kahn, vous êtes favorable à ce qu'il y ait une minute de silence, pas forcément obligatoire ou obligatoire selon Non, vous? je suis favorable à ce qu'il y ait un véritable enseignement, une véritable transmission sur ce qu'est la laïcité, sur ce que sont nos principes fondamentaux, et ça se conjugue à la fin avec ce symbole qui est la minute de silence. Mais isoler la minute de silence de tout ce qu'il y a à faire à l'école aujourd'hui, ça n'est pas possible. Oui, oui. Tout ce qu'il y a à faire à l'école, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire réapprendre en fait ce qu'est la citoyenneté, réapprendre nos lois qui sont belles, réapprendre notre constitution où il y a nos principes fondamentaux et qu'il s'agit de faire vivre et d'incarner aujourd'hui. Liberté, égalité, lorsque les enfants entrent à l'école avec ce qui est écrit, avec le drapeau qui est aussi au devant de cette école, et bien ensuite aller dans cette école pour apprendre ce que c'est que l'école de la République et renouer avec ces principes-là et renouer aussi avec ce qu'est l'enseignement et la connaissance. Ce sont des trésors en fait pour pouvoir s'émanciper et grandir. Un élève doit s'élever. Ouais. Et vous avez l'impression, parce que dans votre livre, hein, ou alors vous êtes devenu une des figures aujourd'hui de la lutte anti-indigéniste et plus largement antiraciste. Oui, non mais c'est vrai, voilà. D'une façon générale. Mais sur ces personnes qui vous attaquent par ailleurs, vous avez l'impression qu'elles n'ont pas envie non plus de respecter ces valeurs de la République et que cette laïcité, elles n'en veulent pas, elles la rejettent ou pas? C'est-à-dire que moi j'ai écrit ce livre très précisément parce que je sais ce que la République m'a apporté avec mon patrimoine, avec mon récit familial, avec la Shoah d'un côté, l'immigration de l'autre. Je sais aussi que mes parents, l'une juive, l'autre musulmane, ce qu'ils ont réussi à créer dans leur vie, en fait. Moi, je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu dire dans mon livre, parce que je suis beaucoup avec de jeunes gens. Je suis aussi en détention. Et en fait, c'est redonner finalement ce que la République m'a donné à moi et ce qui m'a été transmis à moi par mes parents, par les enseignants, par les professeurs de sport, dans les clubs de sport. Oui, mais vous mettez le point sur l'éducation à la maison, parce que c'est ça le problème peut-être, parce que l'éducation à l'école c'est important, la transmission à la maison et l'éducation et l'enseignement à l'école, et ça se conjugue. De toute façon, il n'y a pas assez d'adultes pour un seul enfant en réalité, et transmettre à l'enfant, ça vient de plein d'adultes autour. Oui. Philippe Bilger, Arlette Chabot, sur cette minute de silence et sur ce qui sera observé ou pas dans les écoles en fait aujourd'hui, vous auriez souhaité, vous, Philippe, qu'elle soit véritablement obligatoire dans tous les établissements ou pas? Moi, je suis assez généralement favorable aux obligations lorsqu'elles suivent une tragédie incommensurable. Je suis frappé de voir comment, à l'égard de cet assassinat, depuis le début, on chipote, on mégote, on discute, on débat, comme s'il n'y avait pas la possibilité, face à un assassinat qui a bouleversé notre pays, d'avoir une position claire. La minute de silence, pourquoi pas, mais il faut dorénavant tous respecter le consensus qui doit naître après une telle tragédie criminelle. Et je suis moins optimiste que Rachel Kahn lorsqu'elle évoque qu'il faudrait bien sûr une révolution morale, politique, qu'il faudrait que l'école soit formée, mais dans le meilleur des cas, ça va être une entreprise de très longue haleine. Et dans le pire, malheureusement, le terreau est tellement gangrené qu'on peut craindre qu'on n'y arrive pas. Mais je suis naturellement pessimiste, donc j'espère que Rachel Kahn porte un optimisme qui aura raison. À nous deux, on va faire l'équilibre. Moi, je suis obligée de rester optimiste, sinon je ne fais plus rien. Enfin, on est tous dans ce désir de se lever le matin et de porter ce pays qui est très abîmé. Donc forcément, ça nous a heurté profondément l'année dernière ce qui s'est passé. Mais de garder encore nos lumières, notre héritage à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir le retransmettre toujours, même si c'est extrêmement sur un temps long et très compliqué. Oui, Arlette Chabot.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec Rachel. Moi, je ne suis pas d'une nature optimiste, mais je pense qu'il faut se battre. Si on ne se bat pas, évidemment, on est sûr de perdre. Il faut lutter contre la peur. Il y a une enquête qui a été publiée il y a quelques mois. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a à peu près, ça progresse, ce sentiment d'inquiétude chez les enseignants. Un enseignant sur 2 dit qu'aujourd'hui, effectivement, il cède à l'autocensure, pratique l'autocensure. C'est-à-dire qu'il renonce à certains cours, il renonce à parler. Évidemment, ça, on sait depuis 2002, la Shoah, c'est un sujet. Mais maintenant, la liberté d'expression, ne plus jamais montrer de caricature, la laïcité, ils ne savent, même s'ils sont formés un peu plus aujourd'hui, ils ont du mal à expliquer. Ce qui était pour nous une valeur naturelle qu'on respirait, mais aujourd'hui, elle n'est pas évidente. Et comment l'expliquer? Donc 1 sur 2. Et ils ont peur, ils ont la trouille parce qu'ils sont menacés, il faut le dire. C'est pas du tout désagréable, ce que je dis. Au contraire, il faut les soutenir. Et c'est un combat collectif. Exactement. On ne peut pas laisser les profs seuls. Il faut les aider. Il faut soutenir les parents qui sont incapables de transmettre les valeurs, comme le dit fort justement Rachel. C'est un combat collectif. Et si on ne le mène pas, eh ben, franchement, d'abord, on aura tous perdu. Voilà, et ça se passe évidemment dans les établissements scolaires, dans les collèges, au travail aussi, et sur les réseaux sociaux. On va y revenir parce que, par exemple, dans le cas de Samuel Paty, tout est parti quand même globalement d'une fake news sur les réseaux sociaux. Et vous faites partie aussi de la commission Bronner qui a été mise en place. On va en parler dans un instant avec vous et vous pouvez réagir 0826 300 300. A tout de suite, on revient dans un instant. Il est 9h20 de la suite des grands débats ce matin avec Arlette Chabot, Philippe Bilger et Rachel Kahn, ancienne athlète de haut niveau, devenue actrice aujourd'hui, membre de la commission Bronner et puis chargée de la lutte contre les fake news. On va en parler dans un instant, et auteur de Racé, ce livre aux éditions de l'Observatoire. D'ailleurs, qui est la meilleure lecture de Marine Le Pen. C'est ce qu'elle a dit hier. J'imagine que derrière, ça vous a valu quelques réactions. On va en parler en fait dans un instant, Rachel Kahn. Mais juste avant ça, juste avant la pause, je disais que bien souvent, et notamment dans le cas de l'affaire Samuel Paty, c'était parti d'une fake news. Sur les réseaux sociaux, il y a un emballement. Alors vous faites partie de cette commission Bronner qui a été mise en place, qui est chargée de lutter contre les fake news. En quoi ça va consister précisément? En fait, on va faire un état des lieux de ce qui se passe. Alors déjà, l'intitulé de cette commission, ça s'appelle les lumières à l'ère du numérique. C'est-à-dire, moi, j'ai aussi mis un sous-texte finalement, c'est de la démocratie en numérique. C'est ça qui est posé. C'est-à-dire qu'entre la désinformation, donc les fake news, un Fox, les histoires de meutes et de bulles sur les réseaux sociaux, qui poussent à vous faire taire toute cette violence, les rumeurs, toute cette absence de discernement en fait que l'on peut offrir à nos enfants, les gens en plus qui croient à des thèses complètement complotistes, toute cette désinformation et qui entache finalement notre démocratie, le dialogue, l'entendement, la civilisation et la pérennisation de cette philosophie des Lumières et qui fait aussi notre force française. Donc on fait un état des lieux et ensuite on va faire des propositions justement sur les questions de citoyenneté, de démocratie, sur aussi les incidences d'un point de vue neurologique, psychologique et comment à certains endroits les névroses sont nourries en fait par le fonctionnement des réseaux sociaux. Nos histoires aussi de solitude, de paranoïa, d'égocentrisme, de sectarisme, et on a déjà dit le complotisme. En fait, c'est un état de l'art, puis ensuite des propositions extrêmement concrètes, mais aussi des propositions d'ordre juridique. Puisque finalement, ce qui se passe sur Internet, c'est un ordre juridique flottant, international. Il y a aussi des ingérences au niveau international sur notre espace. Manipulation, bien sûr. Sur notre espace français. Quelles sont les propositions d'ordre juridique et d'ordre public que l'on peut faire? Alors néanmoins, ça suscite beaucoup d'interrogations. Tiens, il y en a une par exemple de Philippe Bilger, Rachel Kahn, qui veut vous poser une question. Je ne voudrais pas donner l'impression que, en permanence, je contredis Rachel Kahn, que j'aime beaucoup lire par ailleurs. Mais je suis très inquiet devant cette commission Bronner, qui est présidée par un homme très estimable et qui a des membres tout à fait valables. Mais je suis très réticent pour aller vite à chaque fois qu'un État se mêle de l'information et de la liberté. Je ne sens que trop dans ce pouvoir
d'Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu président, une volonté permanente de régenter, paraît-il, les fausses informations pour toucher très clairement la liberté d'expression dans ce qu'elle a de fondamental. À force de nous mettre en garde contre les fausses informations, on nous prive peu à peu de ce qu'est le véritable débat démocratique. Et je regrette que cette commission Bronner ait accepté un mandat qui est tout de même très dangereux pour la liberté d'expression telle qu'elle est envisagée sous ce quinquennat. Ouais. Rachel Kahn va vous répondre. Non, mais c'est très précisément l'inverse en fait. C'est justement les lumières, la liberté d'expression, nos fondamentaux. Et par rapport à ça, je prends juste l'exemple de Donald Trump. Donald Trump, on connaît son histoire. Est-ce que c'est à Twitter, est-ce que c'est à YouTube de faire la loi ? En fait, c'est ça aussi qui est posé dans la commission Bronner. Par exemple, de l'interrompre, de lui couper, de le priver, bien sûr. De lui couper la parole, son compte. Ouais. Est-ce qu'un R. Kelly, qui est condamné par la justice, YouTube aussi a coupé ses comptes et ses clips et tout, est-ce que c'est véritablement à ces entreprises, en fait, de faire aussi la loi? C'est ça qui est posé. Donc c'est précisément l'inverse. Ouais. C'est plus en fait sur des bulles d'informations et comment c'est repris dans les médias. Là, on a vu quand même ces derniers temps ce qui peut se passer avec Daesh sur les réseaux sociaux, où finalement on a d'un côté la cancel culture, on va gommer des traces de l'histoire, je dis n'importe quoi, Voltaire, Descartes, parce qu'ils sont esclavagistes, mais d'un autre côté, où en fait on voit très bien comment peut s'organiser aussi l'État islamique sur les réseaux sociaux. C'est plutôt ça, hein. Oui, c'est vrai. Après, avec évidemment une difficulté, parce que certains peuvent dire oui, mais les réseaux sociaux, c'était, comme le disait un peu Philippe Bilger, un espace d'expression qui échappait en fait aux médias traditionnels où on pouvait échanger. Alors parfois, évidemment, il y a des fake news qui vont s'y mêler, mais il y a également des informations qui ne sont pas abordées parce que c'est tabou. Il y a des lobbies aussi. Il y a aussi surtout des informations qui sont fausses sur les réseaux sociaux et qui sont reprises par les médias traditionnels aujourd'hui, parce qu'il faut que l'information aille vite, elle n'est pas forcément vérifiée. Donc c'est aussi rehausser le travail des journalistes et les préserver de cette folie des réseaux sociaux. Il faut absolument faire des annonces extravagantes pour être entendu et faire le buzz. Mais comment être certain d'une certaine neutralité en fait sur cette commission? C'est ça le truc. Alors la neutralité, je crois qu'elle vient surtout de nos profils qui sont extrêmement différents. Donc il y a des spécialistes des algorithmes, il y a des chercheurs, Rudi Reichstadt qui est spécialiste aussi de cette désinformation, du complotisme. On a beaucoup d'universitaires. Oui, mais Rudi Reichstadt, par exemple, est-ce qu'il est véritablement neutre dans sa façon d'aborder les choses? Parce que il faut avoir une forme de neutralité, tout à fait, mais parce qu'en fait, on est vraiment dans une période d'audition et d'audition la plus large possible. C'est-à-dire qu'on est là pour auditionner justement les personnes qui ont aussi des positions différentes et qui ont fait toutes des travaux de recherche sur ces questions-là. Ce qui me préoccupe le plus, c'est les recommandations. Parce que si on est tout seul dans notre coin à dire, alors ça c'est pas bien, voilà ce qu'il faut réguler, quel type de législation ou comment modifier le droit, si les petits Français dans leur coin, après une formidable commission bien travaillée, il se passe quoi ? Alors, effectivement, à l'international, vous voulez dire. C'est ça, international. Alors c'est surtout qu'on va auditionner des internationaux et beaucoup d'Européens, parce que à mon sens, je veux pas préjuger de ce qui va se passer dans nos débats, c'est qu'il va falloir traiter ce sujet vraiment d'un point de vue européen. Ouais. Allez, on poursuit dans un instant la discussion. On reviendra sur la petite phrase de Marine Le Pen qui a apprécié votre livre. Ça a valu évidemment quelques réactions. Rachel Kahn avec nous, encore quelques minutes. À tout de suite. 9h32, c'est la suite des grands débats ce matin. Arlette Chabot avec Philippe Bilger et Rachel Kahn. On reparle bien sûr de cette membre de la commission Bronner et de ce livre Racé aux éditions de l'Observatoire, puisqu'il y a une actualité sur ce livre, Patrick. Oui, Marine Le Pen qui a déclaré hier sur une radio concurrente qu'elle avait lu votre livre, qu'elle l'avait apprécié, écriture élégante, je vais résumer un peu, et une manière intelligente d'expliquer en quoi le racialisme est une impasse nocive. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Écoutez, déjà, on n'est pas responsable de ses lecteurs et on n'est pas aussi responsable de ce qu'on peut écrire sur nous. Déjà, c'est le premier point. Après, c'est vrai que dans ce livre, j'énonce les dangers du racialisme. Donc, je ne peux qu'être... En fait, je suis étonnée finalement que certains de mes adversaires puissent aimer mon livre, mais en tout cas, je n'en suis pas honteuse. Oui, c'est ça. Mais à la suite de ça, de cette déclaration, il y a eu en fait justement certains de vos adversaires qui vous ont aussi attaqué, quoi, évidemment, dans votre combat, en disant regardez, face cachée en fait de l'extrême droite. Écoutez, ou pas, non? Oui, bien, mais évidemment, mais c'est-à-dire que c'est tellement malhonnête. Vous savez, c'est Lacan qui disait il n'y a pas de malentendus, il n'y a que des malentendants. Ce livre, il a quand même réussi à fédérer, c'est-à-dire, moi je vois des gens de classe vraiment populaire jusqu'à des très grands. Les premiers qui se sont exprimés, c'était Elisabeth Badinter qui tout de suite m'a appelé et voilà. Après que mes détracteurs puissent se réjouir que Marine Le Pen, pour m'estampiller et m'assigner à nouveau, parce que simplement je ne suis pas d'accord avec ce racialisme et ces identitaires des deux côtés, c'est vraiment mon discours. Moi, je reste droite dans ce que j'ai écrit. Par ailleurs, c'est un travail. Je réfléchis, je suis sur la pensée. Et malheureusement, aujourd'hui, il faut cliver. Et dès qu'on est dans la complexité et dans la nuance et dans la recherche de nos fondamentaux, ce que je dis, moi, c'est un amour. Mais est-ce que ce n'est pas quand même en train d'émerger, quoi, les idées que vous défendez dans la société, en fait, aujourd'hui, à travers, après qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais justement Éric Zemmour qui a posé aussi certains sujets, en fait, sur la table, et certains s'en emparent et se disent que oui, peut-être qu'il faut réfléchir à certaines choses, quoi, sur l'immigration en France, sur l'intégration, sur l'assimilation, sur les valeurs républicaines. Mais moi, je ne suis pas du tout sur les sujets d'Éric Zemmour, ni sur le programme de Marine Le Pen. Si j'ai écrit ce livre, c'est précisément parce que on a une montée des deux extrêmes et que moi, je suis touchée dans ma chair en tant que citoyenne française et que j'ai juste voulu rappeler nos fondamentaux qui sont la clé pour nous réparer et la clé pour avancer et la clé aussi pour créer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on nous empêche de parler, on veut nous faire taire. Ce qui s'est passé hier avec les histoires de Marine Le Pen, c'est que juste on a voulu recommencer à vouloir me faire taire et à empêcher ma liberté d'expression. Qui veut vous faire taire? C'est les extrêmes. C'est-à-dire que d'un côté, ça va être évidemment les racialistes d'extrême droite, les antisémites évidemment aussi, et de l'autre côté, les antisémites d'extrême gauche et les racialistes d'extrême gauche. C'est-à-dire que parce que j'ai cette couleur de peau-là, parce que j'ai ce pédigré-là, je ne devrais pas avoir ma propre les racialistes, les racialistes que vous qualifiez de racistes. Mais alors moi, il y a un terme qui m'énerve. C'est de dire que c'est du racisme inversé. Le racisme inversé, c'est l'empathie et c'est l'amour de l'autre. Le racisme, c'est lorsque l'on met la race au centre. Et lorsque l'on met la race au centre, c'est ce qui se passe à l'extrême droite. Vous savez, je n'oublie pas, moi, ce qui a pu être dit avec le FN. Il y a une stratégie de dédiabolisation, certes, mais je ne peux pas oublier les propos d'un Jean-Marie Le Pen. Et comme je ne peux pas oublier non plus les attaques lorsque les Arabes de service, les bananias, les tuer une traître, parce que tu penses avec ton individualité. Vous savez, les esclaves se sont battus pour être libres et pour avoir un nom et un prénom et pouvoir s'émanciper et s'affranchir et vivre leur vie. C'est ce que j'essaie de faire. 0826 300 300, une auditrice Sonia, en fait, du Val-de-Marne qui nous appelle. Bonjour Sonia. Bonjour Sonia. Oui, bonjour. Bonjour. Vous vouliez réagir en écoutant Rachel Kahn? Oui, tout à fait, parce que je me sens vraiment proche de ses racines aussi, parce que je suis moi-même issue d'enfants d'immigrés. Ce que je vois actuellement, je ne reconnais plus. Et moi, je voudrais parler d'un problème dont les médias et les politiciens ne parlent jamais au niveau de l'immigration, et notamment d'une certaine immigration. Tant qu'on n'aura pas résolu aussi le problème d'une certaine immigration qui font des familles très nombreuses et qui ne sont pas en mesure de les éduquer, moi je pars du principe qu'il faut leur apprendre aussi ça. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir 2 enfants qu'on saura éduquer, qu'on aura le temps d'éduquer, que d'en avoir 8 ou 10 qu'on ne sait pas éduquer. Et on n'a pas les moyens. Moi, j'ai moi-même 2 enfants, j'aurais voulu avoir une famille nombreuse, je suis moi-même issue d'une famille nombreuse, mais à un moment donné, on ne peut plus. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, qu'on n'aura pas mis sur la carte sur
insupportable que ne faites pas 8 enfants, ne faites pas 10 enfants, vous ne pourrez pas les élever. Et après, ils seront dans la rue à faire des conneries. Donc faites-en 3. Même s'il doit y avoir un nouveau système au niveau de la CAF, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de gens qui font des familles nombreuses pour avoir beaucoup d'enfants, pour après avoir des subventions qu'ils n'auraient pas s'ils n'en avaient 2 ou 3, on ne résoudra pas le problème. On va se retrouver avec une multitude d'enfants dans quelques années. Ça va être une catastrophe au niveau de l'éducation. Dans les classes, ils sont 35, 40, surtout en Île-de-France. Comment voulez-vous faire? On se retrouve avec des gens qui demandent des logements dans le logement social. Et ça devient insupportable parce qu'en plus, souvent, ces gens-là sont en Île-de-France, sont sur Paris. Ils n'ont pas envie d'aller habiter dans le fin fond de l'Auvergne. Vous êtes vous-même, Sonia, en Île-de-France, justement, dans des quartiers, dans le Val-de-Marne, hein, c'est ça? Dans le Val-de-Marne. Et on voit au fur et à mesure des familles arriver, des familles nombreuses, des enfants qui sont dehors, ils ont 3 ans, ils ont 4 ans, ils prennent l'ascenseur tout seuls. Moi, je le vis au quotidien. Rachel Kahn, sur ce que dit en fait Sonia, restez en ligne avec nous un instant. Oui. Est-ce que c'est un problème français? C'est pas plutôt un problème mondial, cette question de faire des enfants et de... Écoutez, moi je vis en France, le problème mondial, je m'en fiche un peu. Moi, c'est ce que je vis en France, c'est ce que nous vivons en France. Après, dans les différents pays, c'est leur problème. Moi déjà, qu'on s'attache à nos problèmes, qu'on résout nos problèmes que l'on vit ici au quotidien, et surtout nous qui sommes qui vivons dans des HLM, contrairement aux politiciens ou peut-être aux médias, et qui vivons ça au quotidien. Quand une femme travaille, qui est monoparentale, mais qui n'a que 2 enfants ou 1 enfant, et qu'elle, à chaque fois, on lui dit non à un logement social parce qu'il y a d'autres familles qui viennent d'arriver, qui sont prioritaires parce qu'ils ont 6-7, et ben, ils forcent les gens même si on n'a pas envie, quelque part, d'être raciste, on finit par le devenir parce qu'on s'aperçoit qu'on vit dans un monde où quand on est dans un milieu normal, où on a un salaire plus que normal, mais qu'on n'a que 1 enfant ou 2 enfants à charge, on n'a droit à rien. On est toujours entre les mailles du filet. De quelle origine, Sonia? Moi, je suis d'origine algérienne. Algérienne, oui. Rachel Kahn, alors on va conclure sur donc cette remarque en fait de Sonia qui vit en fait ça au quotidien, elle. Oui, j'entends beaucoup de colère, j'entends beaucoup de souffrance, j'entends que vous êtes à bout, madame. Après, non, mais je disais juste que le problème était mondial parce que je crois que depuis le Covid, pardonnez-moi, mais nous sommes dans une interdépendance, en fait, par rapport à la surpopulation. Et je pensais évidemment à mon autre pays, qui est la Gambie et le Sénégal, où les traditions sont différentes, où il y a des croyances aussi qui sont différentes. Et j'entends parfaitement. Après, c'est peut-être là, c'est le sujet est posé pour la campagne électorale. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci en tout cas, Rachel Kahn, d'être venue ce matin au micro Sud Radio, auteur de Racé aux éditions de l'Observatoire. Vous reviendrez avec plaisir. Voilà, et on vous accueillera avec plaisir.